Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons reprendre notre lecture de la tribu des loups. Et comme j'ai hâte de connaître la suite, je ne vais pas être plus longue dans cette intro. Donc installez-vous bien et c'est parti. Chapitre 8. Le renne leva la tête pour humer l'air. Ce fut l'odeur de l'homme qui frappa ses narines, et ce fut la dernière qu'il sentit en ce monde. La sagaie transperça son poitrail de part en part. Il s'effondra doucement. 3 autres saguets s'abattirent. 3 autres rennes se couchèrent. Dépêchons-nous, on a ce qu'il nous faut, lança Bison au chasseur. La harde, déjà, s'éloignait au galop dans un grondement de tonnerre vers le nord. Frères, vous avez bien chassé, le temps est venu de rejoindre nos foyers. Une fois découpés et fumés, ils emballèrent la viande transportable dans les pots et reprirent la route en direction de l'abri. Guidés par leur instinct infaillible, les loups, bien repus des restes des 4 rennes, poursuivirent leur chemin vers la forêt où ils retrouveraient leurs femelles. Pour l'instant, ils suivaient les hommes à bonne distance, mangeant ce qu'ils laissaient à chacune de leurs haltes. Mais une fois réunis, la meute ne s'en contenterait plus, elle chasserait. Soudain, à l'est, dans la toundra immense, ils virent un étrange groupe se détacher dans le soleil couchant. 5 silhouettes progressaient en direction des hommes. Bison et Silex firent signe à leur enfant, qui, courant dans leur direction, les rejoignirent en poussant des cris de joie. Soudain, 3 loups s'approchèrent d'eux. D'instinct, les chasseurs saisirent leurs propulseurs et y placèrent une sagaie. Mais le spectacle qui se déroula bientôt devant leurs yeux fatigués les désarma vite. Après avoir rebroussé chemin pour s'interposer entre les loups et les chasseurs, Erel s'assit à côté de Sable et lui embrassa le museau. Puis elle sourit en constatant que tous les chasseurs étaient vivants, pas comme 2 années plus tôt, quand Longue-Dent avait dévoré son jeune oncle, Pied Agile. Quant à Petit Nez, il se coucha sur le dos et fit sauter 2 louveteaux déjà costauds dans ses bras. Par cette mise en scène, ils envoyaient un message clair aux chasseurs. Tout va bien, approchez, on vous expliquera. Les loups découvrirent les femelles affaiblies et désorientées. La Noire manquait à l'appel, tout comme Sable, la femelle dominante que Grand Gris, le chef des mâles, chercha en vain alentour. Où était-elle passée? Il sentit que les femelles avaient dû régler leur compte en son absence. Silencieux, il déposa un cuisseau de renne sur l'herbe, imité par ses compagnons. Les femelles, affamées, se jetèrent dessus pour s'en gaver et nourrir les rares louveteaux qui avaient survécu. Depuis qu'elles avaient dévoré la Noire agonisante, elles n'avaient rien eu à se mettre sous les crocs. Alors que les louveteaux cherchaient à escalader les longues jambes velues des chasseurs, Bison se laissa lécher le visage par leur mère. Ceux-ci avaient allumé un feu et fait rôtir quelques côtes de renne. Erel et Petit Nez s'étaient assis entre leurs pères pour les déguster. On allait rentrer au vallon quand on a aperçu la harde dans la toundra. Si les rennes étaient de retour, alors vous aussi. On a préféré venir à votre rencontre avec nos amis. Vous savez tout maintenant, conclut Erel. Son regard s'arrêta sur un homme resté discret jusqu'ici. Rusé, belle à accoucher d'une petite fille. Toutes les 2 se portent à merveille. L'homme laissa couler une larme de joie dans sa barbe et rit de bonheur. Erel se tourna vers Silex. Mon oncle, que dirais-tu de me laisser en arrière avec Petit Nez et Père? Et toi, tu te rends à l'abri avec les chasseurs pour préparer les femmes, les anciens et les enfants à notre arrivée avec les loups. Comme ça, le choc sera moins grand pour eux, non? Au cœur de la nuit, les parois de l'abri résonnaient des chants et des rires des retrouvailles. Ah, mes jumeaux, vous êtes déjà forts comme des oursons et vifs comme des fans, et affamés comme de jeunes tigres, ajouta Aurore. Bison rit d'aise en les serrant à les étouffer dans ses gros bras. Aurore le gronda. Pas si fort, regarde ton compagnon, il sait s'y prendre lui. Aurore désignait Rusé, qui berçait tendrement sa fille dans ses bras noirs de suie et de sang de reine séchée.
Trop impatients de la connaître, ils n'avaient pas suivi les chasseurs au torrent pour leur bain de retrouvailles. Les chasseurs racontaient leurs aventures. Ce gros malin n'avait pas vu l'hyène sortir de sa tanière. Il a juste eu le temps d'attraper son épieu et de se retourner avant qu'elle lui dévore les fesses. Et les rires fusaient. Trois doigts racontaient le récit des origines aux enfants. La louve est notre mère depuis cette première alliance. Maintenant, elle nous a rejoints sous le nom de Sable. Il la désigna couchée près d'elle au bord du foyer. D'autres groupes entendaient un autre récit. Comment ils avaient sauvé un autre groupe de chasseurs égarés dans la tempête. Ils les avaient secourus et nourris selon la loi de la Horde. Porte secours à l'étranger et fais-en un ami. Il te secourra aussi lorsque tu en auras besoin. En revanche, si tu profites de sa faiblesse pour le voler, tu t'en feras un ennemi. Les louveteaux passaient de foyer en foyer. Après la crainte du premier contact, ils avaient été adoptés par les enfants comme par les femmes. Seule Rusée et Belle ne se laissaient pas approcher. Belle s'était mise à l'écart avec sa fille. Elle n'avait aucune confiance dans les loups et leur odeur la dérangeait. Son époux avait bien essayé de la convaincre, mais rien n'y avait fait. Alors il restait avec elle en attendant qu'elle s'habitue à leur présence. Erel se déplaça, suivi de Sable, pour écouter l'histoire de Bison. Soudain, les rennes étaient là, devant nous, si nombreux. Je me suis retournée et j'ai vu les loups, conduits par leur chef, un grand cri. Ils attendaient tranquillement qu'on se décide à chasser pour eux. Puis il s'adressa à la louve comme si elle pouvait le comprendre. « Tiens, je me demande si tu connais ce grand cri. » Le chef prit Patou sur ses genoux et lui caressa le poil. Sable le regarda avec reconnaissance. Elle et ses petits profitaient de la chaleur du feu et de l'affection des hommes. Elle avait fait le bon choix, surtout pour ses louveteaux. Une demi-lune suffit aux chasseurs pour se reposer. Ils firent plusieurs expéditions de chasse et revinrent chargés de rennes bien gras. Leurs femmes retrouvèrent un bel appétit. Un matin, au réveil, Erel trouva les chasseurs en grande discussion. La harde est partie. Les rennes se trouvent déjà loin au nord, annonça Bison. Qu'en penses-tu lui demanda Silex. Le chef resta un moment pensif. Demain, dit-il simplement, prévenez vos femmes de tout préparer pour le départ de la Horde. Rusée désigna Sable et les louveteaux qui léchaient le visage de Petit Nez pour le réveiller. Et eux, ils vont nous suivre. Erel s'était approchée. Oh, papa, s'il te plaît. Bison réfléchit longuement. Non, finit-il par décider. Les louveteaux sont trop jeunes, et Sable gardera l'abri en notre absence. Rusée, contrariée, se tourna un bref instant vers Belle qui allaitait le bébé. Elle n'avait rien perdu de la conversation et serrait fort la petite contre elle. Cette nouvelle ne la rassurait pas, car elle devait demeurer dans l'abri, trop affaiblie par la grossesse et l'accouchement. Son mari avait un rôle trop important pour les chasseurs et ne pouvait rester avec elle. Elle devait l'accepter. Rusée rejoignit sa femme et prit le bébé dans ses bras. « J'ai peur pour le bébé, » dit Belle. « L'homme n'est pas fait pour vivre parmi les loups. » Oui, mais peut-être que certains loups sont faits pour vivre parmi les hommes, répondit Rusée d'une voix douce. C'est ce que Trois Doigts m'a assuré. Si l'on ne peut pas faire confiance à notre homme sage, alors à qui peut-on se fier? L'abri fut nettoyé et rangé. Les pots des tentes où la horde s'abriterait pendant l'été furent soigneusement pliés et formèrent des ballots pour le transport. Seuls 2 foyers furent laissés aux vieux et à pattes folles qui les garderaient avec une belle réserve de viande séchée. Dans 4 lunes, au retour de la horde, certains d'entre eux seraient passés dans l'autre monde. Trois Doigts avait lu les braises. Son regard, alors qu'il embrassait ses petits-enfants, était plein d'émotion à la pensée des dangers qui l'y guettaient. « Fais attention à toi, grand-père, ne sors pas dans le vallon, les loups y rôdent. Prenez soin de vous également. On ne peut pas tout lire dans les braises, et je ne sais pas lequel d'entre ceux qui partent ne reverront jamais l'abri. Non, mes chers petits, c'est vous qui devez être prudents, et ne vous inquiétez pas pour nous, Sable veillera sur les anciens. » La horde partit au matin du premier jour de l'été, les épaules chargées de ballots où de jeunes
Tous avaient fait leurs adieux aux anciens et à leur homme sage. Rusé avait longuement serré sa femme et sa fille contre son cœur. Belle pleurait, mais il dut s'en détacher sans montrer sa faiblesse. Sable, Patou et Miel reçurent des caresses de chacun. La colonne remonta le chemin du vallon pour rejoindre la toundra. Les étés glaciaires étaient chauds et secs, et la plupart des hommes et des femmes allaient torse nu. Les corps étaient enduits de graisse d'ours qui, mélangée à de la cendre, les protégeait des moustiques. Erel et son cousin, vêtus d'un pagne léger, s'attardèrent près de la louve et de ses petits. Elle chassera pour vous, faites-lui confiance. Elle reviendra toujours vers ses louveteaux, expliqua Erel à patte folle. Comment le sais-tu lui demanda l'infirme d'un ton surpris. Eh bien, il y a 2 jours, Sable m'a accompagné pour relever mes pièges. Tout à coup, elle a foncé dans les taillis, et je ne l'ai plus revue. Je suis retournée à l'abri, un peu inquiète. J'ai pensé qu'elle avait été attaquée par un autre loup. Je me préparais même à adopter les petits. Alors, Erel sourit devant la curiosité de patte folle. J'avais terminé de plumer les perdrix avec Faune, ma petite sœur, lorsque la louve s'est glissée dans la nuit près du foyer et... Oui, a laissé tomber un magnifique lièvre de sa gueule avant d'aller rejoindre ses petits. Ah bon, elle avait chassé pour ses petits, rien d'extraordinaire. Tu n'y es pas du tout. Quand j'ai ramassé le lièvre et le leur ai apporté pour qu'il le mange, elle le leur a repris. Je me suis retournée à mes perdrix. Tu vois bien, c'était pour eux. Non, pas de folle. Elle l'a repris dans sa gueule, l'a déposé dans mes mains, puis elle est retournée vers les louveteaux. Pas de folle n'en revenait pas. Il avait bien l'intention de le vérifier par lui-même. Tu les vois? Oui. Il va falloir courir plus vite si on veut les rattraper avant l'heure où les hyènes sortent. Les adieux avec les loups s'étaient prolongés, et les cousins avaient couru dans la toundra pour rattraper la horde. Erel accéléra sa course, suivi d'un petit nez transpirant que sa peur des hyènes poussait à suivre un tel rythme. Lorsqu'ils débouchèrent sur une vaste prairie, le premier campement était déjà dressé. Les tentes étaient presque toutes montées sur les poteaux restés en place depuis l'année précédente. Vous en avez mis du temps, j'étais presque inquiète, gronda Aurore. Venez m'aider, il y a du travail. Elle installait les dernières peaux sur les perches de bois. Erel et Petit Nez allaient protester qu'ils étaient fatigués, mais le regard insistant de 3 sœurs les fitèrent. Allez, on ne discute pas, tenez cette peau, à vous de jouer, conclut Fougère. Elle la leur jeta. Les cousins eurent vite fait de les glisser sur les poteaux. Ils adoraient ce mode de vie qui enchantait leur trop parfaités, et ils ne se firent pas prier pour aller récolter du bois bien sec dans les bosquets alentours. Longtemps, l'absence d'autres enfants de leur âge, tous morts dans l'épidémie, leur avait pesé, mais ils avaient grandi ensemble et cela avait compensé ce manque. Cet été, Sable, Patou et Miel allaient leur manquer. Au loin, les lointains parissements des mammouths faisaient écho au feulement des tigres, leur rappelant les dangers de la toundra. Chapitre 9. Le drame se déroula sur la route du campement des hommes. Rendu furieux de ne pas retrouver Sable, Grand-Gris voulut s'approprier la rousse. La rousse avait réussi à repousser un premier assaut alors qu'elle dépeçait une antilope. Elle avait succédé à la noire sans combattre, car les autres femelles étaient désorientées après que Sable l'ait vaincue. La rousse était donc la meneuse des femelles, mais elle n'était pas disposée à sacrifier ses petits pour former un nouveau couple dominant avec Grand-Gris. Elle eut juste le temps de s'interposer entre ce dernier et ses louveteaux. Elle ne faisait pas le poids face à un mâle de cette taille. Mais il la désirait comme compagne et mère d'une nouvelle portée. Il chercherait à la soumettre, à l'affaiblir, sans risquer de la tuer, et dévorerait ses petits. Ils se firent face un long moment. Une nouvelle tentative de Grand-Gris lui valut une belle entaille sur la truffe. Le borgne, pourtant fidèle d'entre les fidèles, ne pouvait laisser Grand-Gris s'emparer de la rousse, qui avait 3 petits dont il était le père. Dans une meute, seuls les dominants pouvaient s'accoupler, mais certains loups dominés formaient des couples en cachette. La vue du sang réveilla l'agressivité du borgne. Il se jeta sur son chef pour saisir sa chance de prendre sa place, tout en sauvant ses propres louveteaux. À 2,
Ils eurent vite le dessus, et Grand-Cri sentit les crocs du borgne percer sa poitrine. Touché sérieusement, mais pas encore mortellement, il sut qu'il avait perdu en voyant sa blessure saigner abondamment. L'oreille basse, il se retira. Il se souvint que les hommes qu'il suivait depuis 2 jours n'étaient pas tous partis. Il décida de retourner vers leur abri, voir ce qu'un mal solitaire pourrait en tirer. Patte-Folle, appuyé sur le bâton qui soutenait sa jambe estropiée, essayait de s'approcher d'un groupe d'antilopes. Il tentait de se maintenir en forme en chassant dans la forêt, mais son handicap le condamnait le plus souvent à revenir bredouille. Il aimait faire plaisir à sa femme, la grande, restée dans l'abri. Elle adorait les côtes d'antilope. Sable trottait à ses côtés parmi les arbres. Il s'arrêta pour éviter que les proies ne s'enfuissent au moindre bruit. Il était contraint d'attendre, immobile, qu'elle vienne dans sa direction. Soudain, il ne vit plus Sable. Il se dit qu'elle en avait eu assez d'attendre et que son instinct de chasseur avait repris le dessus. Elle va chasser pour son compte et celui des petits, et tant pis pour moi, se dit-il. Il allait malgré tout se risquer à lancer sa sagaie quand il vit les antilopes lever la tête d'un seul mouvement. Elles s'enfuirent en un clin d'œil, dans sa direction. Et il n'hésita plus et tira, transperçant une femelle. Les autres réussirent à l'éviter, sauf un jeune mâle qui, indécis, s'arrêta net devant lui. Le chasseur remit une sagaie dans son propulseur et la décocha juste au moment où l'animal sentit le danger, touché. Ses cris de joie résonnèrent dans tout le vallon. Il ouvrit les bras à Sable, qui s'y jeta, lui léchant le visage au risque de lui faire perdre l'équilibre. Alertée, la grande descendit à leur rencontre, accompagnée des louveteaux. Elle embrassa son homme. C'est elle qu'il faut remercier. Elle a chassé pour la horde, lui dit-il en désignant Sable. Il lui tendit un beau morceau qu'il venait de découper. Tiens, ma belle, tu l'as bien mérité. La louve le déchira à pleines dents avant de le partager avec ses petits. Le couple échangea un sourire attendri. Avec Sable, la vie avait changé. Grand-Cri arriva à la grotte des naissances avant l'aube. Il se coucha sur la terrasse et sentit une odeur tenace de femelle. Intrigué, il observa la brise éveillée. Dans la matinée, il aperçut une femme descendre dans le vallon, accompagnée de 2 louveteaux. Plus tard, il les vit remonter, suivis de la femme et d'un homme qui portaient sur leurs épaules une longue perche à laquelle étaient fixées 2 antilopes. Mais ce qui le fit réagir, c'est la louve qui fermait la marche. Sable, sa louve qui avait disparu. Les louveteaux étaient-ils bien de lui? Il n'avait aucun souvenir d'eux. Non, il ne pouvait prendre de risques. Il l'avait retrouvée, et une fois ses petits éliminés, elle le suivrait. Le festin rassemblait tous les habitants de l'abri. « Tu me passes le museau, la grande » la supplia la mère de Patte-Folle, connue pour être très gourmande. « Tu as déjà mangé celui de l'autre antilope, belle-mère » lui lança la grande. « Celui-ci est pour notre homme sage. » Elle le tendit à 3 doigts qui y mordit avec appétit. Plus loin, Sable finissait de manger son cuisseau. Patou dormait pendant que Miel jouait à taquiner Patte-Folle. Couchée sur le dos, elle offrait son ventre bien dodu à ses caresses. Tous mangeaient en remerciant les loups pour leur chasse. Tous sauf Belle qui s'était retirée pour allaiter son enfant. Grand-Cri s'était avancé contre le vent pour ne pas se faire repérer par son odeur. L'attaque attendrait, car les hommes étaient trop nombreux et semblaient avoir adopté les louveteaux. Pour reprendre Sable, il devrait les tuer. Ensuite, elle se soumettrait et le suivrait pour fonder une nouvelle meute. Le solitaire observa cette étrange scène de repas commun entre homme et loup, mais son œil repéra vite une femme isolée qui allaitait son petit, tout en ajoutant quelques bûches à un foyer construit bien à l'écart des autres. Soudain, il eut la solution. Le jour se levait. Comme dans un cauchemar, Belle aperçut Sable à travers la fumée des feux presque éteints. L'animal s'approchait de la couche de son bébé. Elle resta paralysée par sa peur des loups et aucun son ne put sortir de sa gorge. L'animal sembla hésiter. Son comportement n'était pas normal. Soudain, Belle aperçut son poil gris et comprit son erreur. Ce n'était pas la couleur du pelage de Sable. Grand-Cri allait s'attaquer au petit homme et les hurlements de la mère réveilleraient les dormeurs.
tous se précipiteraient vers elle. Ils contourneraient l'abri par le bas pour surgir sous le foyer où dormaient les louveteaux. En 2 coups de dent, Sable serait de nouveau libre et elle lui appartiendrait à nouveau. Au moment où il allait foncer sur le bébé, il sentit une présence sur son flanc. Un grognement féroce lui fit détourner le regard. Sable fonçait sur lui. La femelle le renversa et ils roulèrent dans la poussière. Elle avait beaucoup de peine à maintenir son avantage, mais elle savait que le mâle se contenterait de se défendre et lui ferait le moins de mal possible. Elle ne lui laissa aucun répit et le mordit furieusement. L'intervention subite de Sable avait remis Belle en mouvement. Elle déposa le bébé à l'abri derrière elle. Ses yeux rencontrèrent le propulseur que son mari lui avait laissé avec quelques bonnes saguées. Sans réfléchir davantage, elle se mit à genoux, arma le propulseur et visa. Elle n'était pas experte, mais avait plusieurs fois remplacé un chasseur. Comment ne pas toucher la louve dans cette poussière qui l'empêchait de bien voir les combattants? Elle attendit qu'ils se séparent un instant. Elle tira. La saguée perça la cuisse du loup-gris. Il poussa un jappement de douleur et se retrouva face à Sable. Elle était plus décidée que jamais. Il tenta une attaque, mais elle planta ses crocs dans son membre blessé. Entre-temps, ce remue-ménage avait réveillé les dormeurs qui se retrouvèrent bientôt tous debout et armés de ce qui leur tombait sous la main. Les 2 combattants se firent face un long moment. Le loup saignait et sentait sa vie en réel danger. C'est alors que Padfolle, un épieu en main, intervint. Il avait compris ce qui se passait. C'est à Sable qu'il s'adressa. « Louve, protectrice de notre horde, ce mâle a son compte, laisse-le filer. Il ne reviendra pas. Ta horde ne tue pas les loups. » Il se baissa lentement et lui caressa le front. « Tu es revenu parmi ton peuple et cette loi est aussi la tienne. » Belle s'approcha, son bébé sur un bras. De l'autre, elle entoura le cou blessé de Sable. L'animal lui lécha le visage et fit de même au bébé. Maintenant qu'elle avait sauvé Belle et son enfant, tous les membres de la horde les avaient adoptés, elle et les louveteaux. Lorsqu'elle se retourna, Grand-Gris avait disparu. Voilà, nous allons nous arrêter ici. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes impatient de connaître la suite. En tout cas, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à bientôt.